Après 3 années passées à la tête de la primature, Christophe Dabiré Samba, le président du Faso, a procédé hier à la dissolution du gouvernement. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, les ministres actuels ont été chargés de l'expédition des affaires courantes. Et puis, les étudiants des universités publiques de Ouagadougou sont en grève du 8 au 9 décembre 2021. Ils entendent déserter les amphithéâtres pour interpeller les autorités de l'enseignement supérieur, des autorités accusées de remettre en cause les acquis socio-démocratiques des étudiants. Ils en veulent pour preuve le durcissement des conditions d'octroi de l'aide fournière et de la bourse. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre sur BF1. Comme annoncé en titre, le président du Faso a mis fin aux fonctions du Premier ministre Christophe Dabiré et en poste depuis janvier 2019. L'information a été donnée hier par le secrétaire général du gouvernement. En attendant donc la formation d'un nouveau gouvernement resserré, comme l'a promis Rochma Christian Kaboré dans son adresse à la nation le 25 novembre dernier. Les membres du gouvernement sortant vont se charger de l'expédition des affaires courantes dans leurs différents départements ministériels. Lutte contre le terrorisme, on en parle dans ce journal. Le ministre en charge de la Défense et le chef d'état-major général des armées étaient à Inata et Arbinda, deux localités sérieusement infestées par les terroristes. On se rappelle encore l'attaque du détachement de gendarmerie d'Inata qui a fait officiellement 57 morts. L'objectif de cette sortie, galvaniser les troupes au front et les encourager surtout dans leur mission de sécurisation du territoire. Cette sortie de terrain a également été l'occasion pour les deux personnalités de rencontrer les autorités administratives, coutumières et religieuses afin de recueillir leurs préoccupations et les transmettre du même coup un message d'espoir. Barthélémy Sempore a surtout insisté sur l'union et la collaboration entre FDS et population pour vaincre les forces du mal. Maxime Ilboudou. La patrie ou la mort? Oui, nous vaincrons les forces du mal si nous restons soudés, clame le général Barthélémy Sempore face aux troupes sur le terrain. Accompagné du chef d'état-major général des armées ce 6 décembre, le général 2 étoiles est venu galvaniser ses hommes et les encourager dans leur mission de défense et de sécurisation du territoire. La tâche n'est pas simple, il le sait bien, c'est pourquoi il veille à ce que le moral des troupes reste au beau fixe. Satisfait de votre énergie. Ça, il faut que tous les détachements agissent comme ça, le moral. Sans le moral, ce territoire-là, il est sacré. Vous ne pouvez pas l'abandonner à qui que ce soit. Nous avons lutté dans le temps pour notre pays, pour l'indépendance, pour des guerres que nous avons eues avec les voisins. Nous avons donc pu leur porter le message du chef de l'État, du gouvernement, de l'ensemble de la nation, pour dire que nous sommes avec elle, cette population, mais aussi avec les FDS. Nous repartons donc avec un sentiment de grande fierté. Après Inata, les deux généraux se rendent à Arbinda. Là, c'est une population sortie nombreuse pour accueillir la délégation. Ils rencontrent tour à tour les autorités administratives, coutumières et religieuses pour leur transmettre un message d'espoir. L'espoir d'une victoire certaine. Des sujets relatifs aux conditions des VDP, des déplacés internes et bien d'autres sont abordés. Pour le représentant des notables de Arbinda, cette visite est une marque de considération à eux faite. La visite des deux ministres, nous on peut dire que la guerre est terminée, même c'est fini. Puisque c'est ça on l'entendait. Quand ils ont eu du courage jusqu'à arriver à Arbinda ici, vous avez entendu le nom. Et le ministre même a fini la parole, il a dit que le maire d'Arbinda était ici, dans son bureau, pour expliquer les points d'Arbinda. On a suivi ça. Donc nous sommes très contents de votre arrivée. Cette sortie permet aux deux hommes d'échanger certes avec les troupes sur le terrain, mais aussi et surtout d'évaluer la situation opérationnelle. L'occasion est saisie par ces responsables militaires pour magnifier la parfaite entente entre population, VDP et forces de défense et de sécurité, avant d'indiquer que Arbinda restera debout.
Il est l'un des fléaux qui s'est aggravé avec la dégradation de la situation sécuritaire, le trafic des armes. Comment le contrôler et l'endiguer? Des éléments des forces de défense et de sécurité ont été sensibilisés sur le sujet lors d'une formation tenue à Bobo-Dioulasso par la Commission nationale du contrôle des armes. Majid Bakouan. Ils sont des forces de défense et de sécurité venues de 4 régions du Burkina Faso. Il s'agit des Cascades, du centre-ouest, du sud-ouest et des Hauts-Bassins. Réunis à Bobo-Dioulasso, ils renforcent leur capacité sur le trafic des armes légères et de petit calibre. Une formation initiée par le Premier ministère à travers la CNCA, la Commission nationale du contrôle des armes. Il s'agira de renforcer les capacités de ces acteurs, c'est-à-dire leur donner les rudiments nécessaires sur leur rôle. Vous avez vu que ces derniers temps, avec le développement du terrorisme, si on peut le dire ainsi, on n'arrive pas à contrôler en tant que tel la circulation des armes. Mais il faut mettre en place en tout cas ce dispositif, surtout au niveau régional, pour qu'il nous accompagne à pouvoir contrôler la circulation de ces armes, circulation et utilisation des armes. Cette formation vise à rendre plus efficace la CNCA afin d'avoir une vue d'entrée et des sorties des armes sur le territoire national. Ces nouvelles structures doivent être en réalité formées sur les missions qu'elles auront à accomplir. C'est la première raison pour laquelle nous sommes là. La formation est financée par l'Union européenne et le gouvernement allemand et mise en œuvre par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Sécurité toujours, mais cette fois-ci hors de nos frontières, au Mali voisin, demain 10 décembre et ce jusqu'au 12 décembre prochain, le mouvement Yerewolo Debout sera dans les rues de la capitale pour exprimer leur soutien au gouvernement de la transition qui envisage collaborer avec la Russie pour lutter efficacement contre le terrorisme. Abdou Aziz Sari. Le gouvernement de la transition malienne est sur la bonne voie dans la lutte contre l'insécurité, selon le mouvement Yerewolo Debout sur les remparts. Et pour montrer à l'opinion nationale et internationale son soutien à Assimi Goïta et ses ministres, le mouvement entend organiser une série de meetings les 10, 11 et 12 décembre prochains à Bamako et dans toutes les autres localités du Mali. Nous sortirons le vendredi 10 décembre, le samedi 11 décembre et le dimanche 12 décembre parce que nous estimons qu'aujourd'hui, les autorités de la transition sont sur la bonne trajectoire. Et il faut le peuple malien dans la rue pour les soutenir, pour qu'on puisse les accorder le temps nécessaire d'apporter la sécurité sur l'ensemble du territoire malien et que la justice soit faite, que les délinquants financiers soient traqués jusqu'à leur dernière demeure pour qu'enfin nous puissions aller à la refondation tant souhaitée par le peuple malien. Au-delà de féliciter les autorités maliennes pour le travail qu'elles abattent au quotidien, ces meetings visent également à dénoncer la politique française au Mali, mais aussi demander à la force Barkhane et à la MINUSMA de quitter le pays. Nous estimons qu'aujourd'hui, nous faisons face à une situation très complexe. Et ça fait 10 ans que nous sommes dans la guerre. Et cette guerre a été imposée de l'extérieur sur le Mali. La CEDEAO s'est même malheureusement au service de la France pour essayer d'imposer son dictat sur le Mali. Nous disons non à cela. Nous sommes un peuple debout, nous sommes très loin d'être un peuple soumis. Donc c'est ce message fort que nous allons sortir pour prouver à l'opinion nationale et internationale parce que l'Afrique toute entière aujourd'hui espère sur le Mali pour l'unité africaine et la dignité du peuple africain. À en croire le mouvement Yerewolo Debout sur les remparts, l'initiative de ce meeting vient des révolutionnaires comme Adama Ben Diarra, membre du CNT, Bassoro Silla, président de l'ONG Urgence panafricaniste, et Alaï Bakoum, président de la Convention pour le Mali. On en vient à ce mouvement d'humeur des étudiants des universités publiques du Burkina. Ils ont déserté les amphithéâtres depuis hier pour interpeller les autorités de l'enseignement supérieur, des autorités accusées de remettre en cause les acquis sociaux et démocratiques des étudiants. Ils en veulent pour preuve le durcissement des conditions d'octroi du FONER et de la bourse. À cela s'ajoute la volonté, disent-ils, de mettre bon nombre d'étudiants sur les carreaux à travers la réforme du système LMD. Arsène Konditomdi. Nous sommes au pavillon G de l'université Joseph Kizerbo. Il est 8 heures et d'ordinaire, cette salle est occupée à cet instant de la journée. Mais dans la matinée de ce 8 décembre, ce sont des pavillons fermés que nous avons constatés. Dans cet autre amphithéâtre,
C'est un calme plat qui nous accueille. Les étudiants sont en grève pour 48 heures. Bon, ce matin, je suis arrivée, j'ai constaté que les salles sont fermées, les pavillons, les amphis, toutes les portes sont fermées. On dit à Bakou, il y a une marche pour le faune. Bon, je savais, mais je ne savais pas que tout allait être si silencieux comme ça, puisque les salles sont fermées. Ils avaient dit avant qu'il y aura une marche. Pour ce matin, je pense que l'information a été déjà donnée précédemment. Nous sommes venus, nous avons constaté vraiment que les salles sont fermées. On nous avait déjà dit que c'est pour la suppression des fauneurs là. Donc, on est venu matin, on a constaté cela. Si les étudiants sont en grève, c'est parce que, selon eux, l'aide annuelle du Fonds national pour l'éducation et la recherche faunaire est sérieusement en danger. Selon l'ANEB, la relecture des textes de l'institution a favorisé le durcissement des conditions d'octroi de l'aide. Dans 26 ans, on est passé à 23 ans pour la question du faunaire. À l'intérieur aussi, ils ont revu la question de la moyenne pour pouvoir toujours conserver son faunaire. De 8 de moyenne pour celui qui redoublait, on dit maintenant, de 5 de moyenne plutôt, il faut passer à 8 de moyenne. Pendant qu'on ferme l'aide, on a ouvert quand même le prêt. On a revu à la hausse les conditions d'âge par rapport au prêt. Et à l'intérieur aussi, on dit que désormais, le taux d'intérêt pour le remboursement passe de 3% à 7%. L'ANEB dénonce également le nouveau régime d'études adopté au niveau des universités publiques. Un régime beaucoup plus contraignant que le système LMD classique et qui devrait à coup sûr mettre de nombreux étudiants sur la touche. Il est dit clairement dedans que dans les filières dites professionnalisantes, par exemple, là on ne redouble pas. On renvoie l'étudiant s'il n'arrive pas à valider sa première année. Même dans les filières ordinaires, c'est-à-dire que là-bas, par exemple, la semestrialisation est de telle sorte que l'étudiant qui valide un des semestres, même s'il n'a pas validé l'autre semestre, il ne peut pas prétendre prendre un semestre dans l'année supérieure, mais il reprend son année pour faire uniquement le seul semestre. Outre l'aide faunaire, la bourse, elle aussi, n'a pas été épargnée parce que les étudiants qualifient de remise en cause des acquis sociaux. Ils condamnent aussi les velléités de restriction des libertés par les autorités en charge de l'enseignement supérieur à travers la relecture unilatérale des franchises universitaires. Les autorités en charge de l'éducation nationale, elles, ont reçu des mails du comité de rédaction du document de base des Assises nationales de l'éducation, le rapport final de ces forats sur l'éducation tenu du 18 au 20 novembre dernier à Ouagadougou. Au nom des recommandations formulées par les participants, la protection des langues nationales, la construction d'infrastructures éducatives de qualité et la création de centrales d'achat des vivres pour les cantines scolaires, toute chose qui permettra le renouveau du système éducatif burkinabé. Abdou Azissari. C'était sans doute l'un des documents les plus attendus par le gouvernement burkinabé. Il s'agit des conclusions finales des Assises nationales sur l'éducation, remis ici au ministre en charge de l'éducation nationale. Il propose qu'un accent soit mis sur la qualité des infrastructures scolaires à réaliser. Le document préconise également la création d'une centrale d'achat des vivres pour les cantines scolaires. Les participants aux assises ont souhaité que le gouvernement puisse mettre en place une centrale d'achat des vivres pour les cantines scolaires. Au lieu de ce qui se passe actuellement, qui par endroits pose de sérieuses difficultés. Donc, ça a été abordé. La relecture de curricula, la protection de nos langues nationales, ce sont des aspects qui sont retenus. Le développement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Donc ça, c'est des aspects consensuels. Les aspects non consensuels contenus dans le document, selon Stanislas Ouaro, sont la suppression des seconds tours au BEPC et l'observation d'une trêve de 5 ans entre le gouvernement et les syndicats. Donc ça, c'est pas consensuel. Mais on discutera de cela en Conseil des ministres pour apprécier. L'autre aspect non consensuel, c'est la question du certificat d'études primaires. Donc ça, c'est pas consensuel. Et certains considèrent qu'en lien avec l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans, donc le CEP ne doit plus exister. Et pour d'autres, la suppression du certificat d'études primaires sans mesure d'accompagnement assez rigoureuse peut impacter significativement la qualité du système éducatif. Le rapport sera mis sur la table du Conseil des ministres qui procédera à son adoption. Les auditions du procès de l'assassinat du président Thomas Sankara se poursuivent.
3 témoins étaient à la barre hier pour raconter ce qu'ils ont vu et entendu le 15 octobre 427. Il s'agit respectivement du sergent Azuma Lankwande, Sibidou Léona Gambo et l'adjudant Abdourahmane Zitenga. Les 2 premiers témoins ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant du coup d'État qui a entraîné la mort du capitaine Thomas Sankara. Mais ils reconnaissent tout de même avoir eu des échanges avec le général Gilbert Diendéré avant les événements du 15 octobre 427. Le dernier témoin, lui, déclare que c'est le général Gilbert Diendéré qui devait faire arrêter le père de la Révolution pour un complot que ce dernier aurait préparé contre Blaise Compaoré et qui a fini malheureusement au drame. Benjamin Kwame. C'est le lieutenant Gambo Sibidou Léonard, le commandant d'une des compagnies du 1er bataillon d'intervention rapide, qui a ouvert les auditions de ce mercredi 8 décembre. L'officier relate qu'il était dans son bureau à l'étage ce 15 octobre pour préparer un cours de topographie qu'il devait dispenser aux soldats de la FIMAT après avoir pris une permission de 72 heures. J'ai reçu un premier coup de fil du lieutenant Gilbert Diendéré, me disant qu'il passera me voir au bureau. J'étais étonné, indique le lieutenant Gambo, puisque pour lui, de coutume, c'est lui qui se déplace. Puis après, il rappelle le général sur le même numéro fixe. Et c'est en ce moment qu'il entendit un premier coup de feu, puis des tirs nourris, appuyés de rafales, explique le témoin. Intrigué, inquiet, il court de vitesse descendre de son bureau pour découvrir l'origine des tirs. Au passage, le colonel-major à la retraite soulève qu'il a été interpellé par le lieutenant Diendéré dans sa course, car l'ayant pas vu. Celui-ci lui aurait notifié que l'escadron de transport et d'intervention rapide devrait les attaquer. Une fois devant le bâtiment où se trouvait le président Sankara et ses collaborateurs, c'étaient ces éléments qui tiraient au hasard. Gambo Sibidou leur intima de cesser le feu, car il n'y a pas de sujet sur qui tirer. Vous dites que ça rafalait, mais dans quel sens se dirigeaient ces tirs? Demande le président du tribunal. Les rafales avaient déjà fait coucher des hommes, et ce sont les éléments qui tiraient encore que je suis allé calmer, répond le témoin. Est-ce que vous avez vu ceux qui tiraient? Ajoute le président. L'officier à la retraite répond négatif, et d'ajouter qu'il a été informé de la mort du président et ses collaborateurs par certains officiers et soldats présents au conseil. Même les corps, je ne me suis pas approché, indique-t-il. Le témoin, l'adjudant Zitenga Abdourahmane, lui dira qu'avant tout ce drame, voyant le climat de méfiance qui régnait entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara, il proposa une réunion avec tous les responsables de sécurité des 2 hommes dans la matinée du 15 octobre. Des propositions ont été faites de part et d'autre, mais son chef, le lieutenant Diendéré, n'a rien dit jusqu'à la fin de la réunion. Zitenga va apprendre dans l'après-midi de ce 15-là la mort de Thomas Sankara et ses collaborateurs, alors que le général lui avait dit qu'il a reçu un message de catégorie A pour un complot contre Blaise Compaoré, et donc c'était dans l'optique de l'arrêter. Le témoin se remémore ces événements. Quelques secondes de silence, puis versa des larmes. Le général lui dira que lors de la tentative d'arrêt, la garde de Thomas Sankara voulait opposer une résistance et se sont retrouvés entre 2 feux. C'est ce qui a causé tout ce drame. Avec le lieutenant Gambo Sibidou Léonard, une confrontation est demandée avec le général Diendéré sur l'appel avant les tirs. Cela n'est pas juste. Il ne m'a pas appelé et je ne l'ai pas appelé non plus. Pour moi, il a pris sa permission de 72 heures. Il devrait être à Tenkodogo et non au bureau. Pour moi, il n'était pas là, répond le général. Et Gambo Sibidou Léonard de rétorquer. Je suis profondément étonné d'entendre ça. Monsieur le Président, sur la question, je suis formel. Il m'a appelé. Le général martèle également que le témoin et lui ne se sont même pas vus au conseil lors des tirs. Comme il a été dit depuis le départ, et le général essaye toujours d'escamoter, il y a eu 2 rencontres. Il y a eu l'Assemblée générale du 14 pour parler des questions organisationnelles. Le président Blaise Compaoré lui-même a dit dans sa déclaration, un de mes lieutenants et les éléments du conseil ont décidé de procéder à l'arrestation de Thomas Sankara pour éviter une effusion de sang. Ces témoignages, ces 2 aussi, montrent bien que tout ce que le général dit depuis des années est archi faux. Il est bel et bien, comme nous le pensions, celui-là qui a coordonné, supervisé l'opération d'assassinat du capitaine Thomas Sankara. L'un des avocats de Diendéré vérifie avec le témoin ces déclarations dites devant le juge d'instruction qui énonce que le colonel-major à la retraite était effectivement allé à Tenkodogo. Devant le tribunal, il dit n'avoir jamais été. Et l'avocat de Diendéré, Maître Dabo, de dire « Pourtant, vous avez lu, paraphé et signé ces déclarations. » C'était en janvier 2018. Gambo Sibidou Léonard signe. Il ne reconnaît pas. C'est la parole de Gambo
contre la parole de l'accusé Guéniéré Gilbert. Il dit que lui, il était en permission et que c'est Guéniéré qui a signé sa permission. Pour moi, si Guéniéré a signé effectivement sa permission, il n'est plus censé savoir qu'il est revenu. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait une réunion où il y a quand même un sujet assez grave, aller arrêter le président du Faso et que celui qui a participé à la rencontre là, à cette réunion-là, ne puisse pas vous dire qui et qui d'autre a participé à cette rencontre. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? L'audience se poursuit ce 9 décembre avec encore le témoin Zétenga Abdourahmane. Ils sont étudiants en médecine, mais cela ne les empêche pas d'avoir d'autres passions quand on sait comment les études en médecine peuvent être prenantes. Arnaud Ilboudo et Mohamed Ouedraogo, deux jeunes entrepreneurs amoureux de l'infographie, ont mis sur pied une entreprise d'impression numérique dénommée LM Design. Comment concilient-ils les études en médecine et l'imprimerie numérique? Élément de réponse avec nos confrères du studio Yafa qui les ont rencontrés pour vous. Le début de LM Design, c'était une passion. En fait, la base, c'est une passion. On a appris l'infographie de façon autodidacte. Et on gérait les affiches, l'aspect publicité des activités de nos associations au niveau de l'UFR. Donc de là, on a eu la chance de suivre une formation en sérigraphie en 2017. Et suite à cela, maintenant, on a lancé LM Design. Les débuts étaient vraiment difficiles. Voilà, le peu de temps qu'on avait pour le loisir, on devait le consacrer à l'entreprise. Donc, on a dû évoluer ainsi pendant un certain temps. Et au fur et à mesure, on a eu du soutien, on a eu 2 personnes qui nous aidaient à travailler. Du coup, on avait plus de temps pour rediriger vers les études. On était obligé d'utiliser nos temps morts pour consacrer à l'entreprise. Donc, quand on quitte l'école, le temps pour se reposer, on est ici, donc on travaille. Donc tout le travail, même les nuits, soit même oublié de manger même pour pouvoir travailler, satisfaire le peu de commandes qu'on avait. C'était un peu ça. Donc le temps de loisir était vraiment, il n'y avait pas de loisir. Une fois, on a eu à travailler jusqu'au matin, c'était lors des commandes de la Saint-Valentin, surtout quand on préparait le shooting pour pouvoir présenter la création qu'on a eu à faire. Donc on a eu à travailler carrément 2 jours, presque 2 jours sans dormir. On enchaînait et le travail et l'école en même temps. Leur force surtout, c'est leur abnégation surtout à travailler. Parce que bien qu'ils fassent des merveilles dans leurs études en médecine, voilà, ils se donnent à fond quand ils sont à l'atelier ici. Leurs directions sont, je dirais que c'est surtout leur force comme cela. Voilà, ils sont cool, sympas, ils ont partagé. Notre fierté à ce jour, on peut résumer ça au fait que nous sommes des étudiants en médecine et que nous arrivons à entreprendre dans un domaine hormis celui qu'on a eu à faire nos études. Et en plus, on a eu à faire des sessions de formation pour essayer de partager ce que nous, on a appris aussi. Il y a eu 2, lors de la formation de la sérigraphie, qui ont commencé aussi à s'exercer de temps en temps. Puis ils ont eu à acquérir les kits. Donc actuellement, ils ont commencé aussi. Donc eux aussi, ils sont à leur début. Donc, je peux dire qu'on est fiers de ça. Comme leçon qu'on peut tirer de notre parcours, c'est que être étudiant en médecine, c'est avoir également d'autres passions et dans lesquelles on peut bien s'exprimer. Également, à partir de rien, on peut réaliser de grandes choses.
Dernier point de ce journal, nous sommes jeudi et comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, nous vous ferons vivre ou revivre les temps forts de la participation du Burkina Faso aux différentes Coupes d'Afrique des Nations. Et ce 9 décembre, nous vous proposons la CAN 96 tenue en Afrique du Sud. Les étalons conduits par Drissa Malodi Saboteur ont terminé premier de la phase de poule. Ils vont passer à côté dans le tournoi final avec 3 matchs nuls et autant de défaites contre la Sierra Leone, la Zambie et l'Algérie. Madizongo, Arsène Konditomde pour plus de précision. « 18 ans après sa première participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina va retrouver le sommet du football africain en 1996 en Afrique du Sud. Alors que l'équipe nationale était dans le creux de la vague, la fédération fait appel à Drissa Malo Traoré du Saboteur, à la tête de l'encadrement technique. Connu pour sa rigueur, l'ancien entraîneur de Kadiogo FC et de la SEC d'Abidjan va opérer un profond changement de l'équipe. Il fait appel à des joueurs de devoir comme Seydou Traoré, Abdoulaye Aboubakari, Sidi Napon ou Abou Ouattara. Avec une campagne des éliminatoires soldée par une victoire et 3 matchs nuls, les étalons terminent premiers du groupe devant la Côte d'Ivoire et le Maroc. Pour la phase finale, le Burkina Faso est dans le groupe B, basé à Bloemfontein, en compagnie de l'Algérie, de la Zambie et de la Sierra Leone. En match d'ouverture, les étalons se font surprendre par le Leon Star de Sierra Leone, amené par un certain Moussa Kalon, 2-1. La deuxième sortie contre la Zambie est un vrai naufrage. Conduit par un Kalou Chabouali à des grands jours, les Chipolo Polo balaient les étalons 5-1. C'est jusqu'à ce jour la plus lourde défaite du Burkina en phase finale. Saboteur est limogé sur le champ et remplacé par son adjoint Calixte Zagré. L'électrochoc n'a pas eu lieu et les étalons plient les chines devant les Fennecs, 1-2. L'aventure sud-africaine se termine dans la douleur pour le Burkina, qui termine bon dernier de la poule B avec 9 buts encaissés et seulement 3 marqués. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.